Le service néonatal de l'hôpital de Cayenne, sinistré par la mort de grands prématurés, nous ouvre ses portes. Une semaine après l'annonce d'une infection nosocomiale sur 4 bébés, de nouvelles mesures de sécurité et plus de précautions sanitaires sont en vigueur. L'école Mariette Bernude en pleine réhabilitation. L'établissement du quartier Zéphyr à Cayenne, fermé depuis 2 ans pour des raisons de sécurité, est en plein travaux depuis ce matin. Les financements nécessaires ont été réunis. Fin de chantier prévu pour la rentrée 2017. Et la maire de Cayenne nous livre ses grands projets après des entretiens avec le ministère de la Défense et de l'Intérieur la semaine dernière. Marie-Laure Finéraort revient sur des dossiers tels que l'insécurité en Guyane ou encore le service militaire obligatoire. Bonsoir et bienvenue dans cette édition. Avant de développer ces titres, c'est une polémique qui agite la toile depuis le week-end dernier. Une enseignante du lycée Berthène Juminaire à Saint-Laurent a publié des propos insultants sur son profil Facebook suite aux émeutes qui ont agité la nuit du 13 septembre dernier. Professeure de cuisine depuis 3 ans dans l'établissement, elle remet violemment en cause les défenseurs du mouvement de colère qui a éclaté vis-à-vis des gendarmes la semaine dernière. Le maire de Saint-Laurent y est d'ailleurs pointé du doigt vivement, des propos dénoncés par le collectif des Iguanes de l'Ouest qui réclame le renvoi de l'enseignante. Écoutez la réaction d'un membre du collectif. Nous avons été outrés, chacun dans son être a été outré par les propos que nous avons vus. Nous avons décidé quand même d'agir parce qu'on ne peut pas laisser ce genre de propos impunis. Donc nous sommes concertés bien sûr avant et nous avons décidé d'interpeller monsieur le recteur par un courrier et des copies des captures d'écran du professeur publié sur Facebook. Ensuite, ce courrier était en copie de toutes les autorités politiques du département. On peut comprendre que la population est énormément touchée par les propos de cette dame, qui plus est une personne faisant partie du corps éducatif. Le proviseur a confirmé ce qu'a dit monsieur le recteur en la suspension du professeur en question. Et il insiste quand même sur le fait qu'il dénonce sévèrement les propos contenus de cette dame sur Facebook. Il nous a fait savoir que cette dame elle est contractuelle, donc cette suspension est définitive, d'après les mots du proviseur, elle est immédiate et définitive, donc elle ne pourra pas reprendre son poste à Saint-Laurent et nulle part en Guyane. Après, pour la suite, en ce qui concerne l'éducation nationale, une décision de justice seulement pourra la radier. Et je vous le disais, le maire de Saint-Laurent-du-Maroni, Léon Bertrand, est lui aussi particulièrement visé dans les propos postés sur la page Facebook de cette enseignante. On écoute sa réaction au micro d'Elsa González. Comme le collectif des Iguanes de l'Ouest, je suis choqué par les propos tenus par cette dame. Non seulement choqué, mais triste aussi. D'abord, c'est une femme de gendarme, impliquée dans ce qui s'est passé malheureusement la semaine dernière. Et puis aussi, surtout, une dame qui profite de son séjour pour être enseignante, donc bénéficier des 40% qu'elle critique elle-même vis-à-vis des Guyanais. À la limite, bon, ça, il y a des voies et moyens pour pouvoir s'en arranger. Je porterai plainte d'ailleurs, je profite pour le dire. Mais ce qui m'embête surtout, c'est le problème de fond, parce que j'y vois là tout simplement le témoignage d'un certain état d'esprit. Et j'ai l'impression de me tromper, parce que jusqu'à présent, je croyais que tout allait bien en apparence, et finalement, je m'aperçois qu'il y a derrière un malaise qu'il faut absolument éradiquer pour éviter que le mal se développe, parce que ça peut déboucher sur des choses importantes que personne ne souhaite, ici à Saint-Laurent-du-Maroni, et même dépasser l'Ouest pour toucher toute la Guyane. Les personnes qui viennent pour un séjour ici, qui occupent certaines places de la société, parce qu'on enseigne, on a une référence devant des enfants, et surtout des personnes qui ont pour, comme c'est le cas de la dame Marie, un gendarme, donc qui est une référence dans la population de Saint-Laurent-du-Maroni. Et quand on sait que les autorités représentent quelque part un modèle, je dis qu'il faut faire attention. Et donc il faut trouver des moyens pour que connaître les clés, le code des sociétés guyanaises, avant de lancer comme ça dans l'air des propos qui ne sont pas les bienvenus. Et notez toujours à propos de ce sujet, le procureur de la République a annoncé l'ouverture d'une enquête confiée à la gendarmerie. En bref maintenant, cette fusillade qui a éclaté au quartier des Vampires, juste en face de l'école Paul Castin, à Saint-Laurent-du-Maroni, toujours ce matin, après une dispute entre 2 familles. Un individu a ouvert le feu à 2 reprises avec un fusil de chasse sur un homme, le blessant gravement à l'abdomen. Une autre personne est légèrement blessée à la tête et 2 autres sont en état de choc. Le blessé grave a été hospitalisé. Les gendarmes sont à la recherche du tireur.
Dans l'actualité, le syndicat UTG Santé de l'hôpital de Cayenne fait part de son inquiétude sur la situation de l'établissement. Il souligne et rappelle le manque de moyens humains et matériels ainsi que des problèmes d'hygiène. Un appel au soutien envoyé à la population et à la classe politique. Il a tenu une conférence de presse ce matin. On écoute le secrétaire général de l'UTG Santé au micro de Jean-Marc Dabreu. C'est une inquiétude globale sur tout l'ensemble. On sort du décès de résidents de l'EHPAD. Après, ça a été la néonate, et on se demande à qui le tour. Comment on va prendre conscience. Il faudrait qu'aujourd'hui, la population sache, les élus, voilà, le CHAR, nous, l'UTG Santé, ça n'arrête pas de dénoncer. Et pour une énième fois, on dénonce tout ce qui se passe au CHAR, mais en fait, personne ne nous entend, personne ne veut prendre en réalité ce que l'UTG Santé dit aujourd'hui. Et en réponse, l'administrateur provisoire souligne la justesse de l'inquiétude du personnel et rappelle le travail mené par l'hôpital. On écoute Pierre Lesteven, toujours au micro de Jean-Marc Dabreu. Il demande fort justement d'avoir un maximum d'informations. C'est pour ça qu'on a eu une réunion, un CHSCT extraordinaire pour leur communiquer toutes ces informations. Nous avons une transparence totale vis-à-vis d'eux. Nous avons demandé à l'ARS, et l'ARS nous a suivis, d'avoir une inspection contrôle sur le sujet des infections nosocomiales. En l'occurrence, concernant les nouveau-nés, je pense que c'est un phénomène un peu différent. Mais effectivement, on a un vrai souci. Je n'arrive pas à voir clair. Je n'arrive pas à voir clair dans l'organisation de la lutte contre les infections nosocomiales dans cet hôpital et dans le rôle du laboratoire de bactériaux qui est quand même normalement la principale vigie. À la mesure où tous les prélèvements bactériologiques passent par ce laboratoire, je pense qu'il y a une sensibilisation du fait des accidents, il y a une sensibilisation du fait de nos alertes. Maintenant, la demande qui a été faite en juin, on a demandé à ce que ce soit fait, mais il a fallu constituer des équipes d'experts, dont une partie viendront de métropole, pour faire cette expertise qui aura lieu fin du mois de septembre. Revenons à présent sur ce drame du décès de 4 grands prématurés suite à une infection nosocomiale au CHAR. Les bébés ont succombé à un staphylocoque doré entre les mois de juin et les mois d'août dernier. Un événement venu ébranler le service de néonatologie, un service qui a vu ses mesures d'hygiène renforcées depuis. Les parents et les personnels soignants doivent faire preuve de beaucoup plus de précautions pour éviter la récidive. Jean-Marc Dabreu. Le service de néonatologie du centre hospitalier de Cayenne. C'est ici que 4 grands prématurés ont succombé à une bactérie bien connue du milieu hospitalier, le staphylocoque doré. Dans leur couveuse stérile, ces bébés, nés parfois à 25 semaines de grossesse, sont pourtant archi-protégés par le personnel. Depuis le drame, un dépistage systématique est effectué. Une fois la bactérie détectée, les bébés concernés sont isolés pour éviter toute nouvelle contamination. À l'instar du personnel, les familles doivent respecter scrupuleusement les règles d'hygiène, port de la charlotte et du masque et lavage systématique des mains à chaque entrée du service. On reprend toutes les procédures d'hygiène et on les rebalaye en renforçant les zones de vulnérabilité qui peuvent être identifiées, aussi bien pour le matériel que pour l'environnement, l'hygiène des locaux, des personnels, tous les niveaux. Les germes, comme le staphylocoque doré, sont couramment présents dans l'environnement des visiteurs, mais rarement aussi violents. Le personnel soignant attend donc le résultat de l'enquête épidémiologique pour y voir un peu plus clair. Là, ce qui est marquant, c'est que d'abord, ça a attaqué les enfants de manière agressive. Et voilà. Et puis il y a eu 2, puis 2. Donc là, on était sur une émergence qui n'est pas du tout quelque chose de normal dans un service de néonatologie. La prise en charge des grands prématurés reste très à risque. Et la Guyane a l'un des plus forts taux de bébés nés avant terme, 13% contre 7% pour la France hexagonale. Premier coup de pelleteuse à l'école Mariette Bernude ce matin. Les travaux de réhabilitation longtemps reportés faute de financement ont démarré cité Zéphyr à Cayenne. Les élèves installés provisoirement sur le stade Cresson, chemin Saint-Antoine depuis 2 ans, devraient rejoindre leur salle de classe en 2017. Jonathan Lariot. Détruire pour mieux construire ensuite,
Après 2 ans de gel, les écoles élémentaires de Zéphyr sont en passe de faire peau neuve. Et pour en arriver là, il a fallu attendre 2 ans. Un délai expliqué par un manque de moyens financiers. Malheureusement, nous avons obtenu un avis défavorable de la part de la Commission des fonds européens. Donc ensuite, il a fallu prendre notre bâton de pèlerin pour aller frapper aux différentes portes. D'ailleurs, je remercie Monsieur le Préfet qui a bien voulu allouer à la ville de Cayenne 1 million, une enveloppe de 1 million. Et ensuite, moi, j'avais rencontré la ministre des Outre-mer, Madame Paul Langevin, à qui j'avais confié mes difficultés pour cet établissement et qui a réussi donc à trouver 1,8 million. Donc la notification a été faite, donc je suis content. Ça veut dire que notre plan de financement est pratiquement bouclé. On se rappelle la rentrée dernière, la grogne des parents d'élèves et personnels enseignants suite à des travaux déjà repoussés. Aujourd'hui, ils peuvent commencer à imaginer le retour vers des installations normales. On nous avait promis cette année, mais bon, vu il y a eu d'autres choses à faire, désamianter l'école, tout ça, ça a pris du temps. Alors bon, on a donné le temps pour faire tout ça. Et puis la question des pluies aussi, ça a beaucoup retardé. J'espère qu'ils vont tenir parole. L'entrée sera l'année prochaine, 2017, si tout se passe bien, mais on est confiant. On y croit fermement et on est très satisfait aujourd'hui de voir que Madame le maire et son équipe s'est vraiment engagée en nous disant que nous allons vraiment réintégrer nos locaux. Mais bon, on n'est jamais à l'abri d'aléas de construction. Hein. Bon, maintenant, on sait qu'on a une année où on sera sur site provisoire. Donc l'année devrait s'écouler de façon optimale, en sachant que nous allons réintégrer notre école dans la cité l'année prochaine. Les travaux de rénovation devraient s'achever en 2017 pour permettre une rentrée dans les nouveaux locaux pour l'année scolaire 2017-2018. Des échanges concluants, c'est le sentiment de la maire de Cayenne au retour de son voyage à Paris. Marie-Laure Phinera-Horth a rencontré le ministre de l'Intérieur et le directeur de cabinet du ministre de la Défense la semaine dernière. Le retour du service militaire obligatoire en Guyane a notamment été évoqué. Interrogée par Kerwin Alcide, Marie-Laure Phinera-Horth saisit l'occasion pour évoquer des dossiers tels que la pression migratoire à Cayenne et les prochaines échéances électorales. Alors nous allons devoir reprendre ce reportage un peu plus tard, mais tout de suite, direction la Guadeloupe avec une initiative de la ville des Abîmes pour accompagner les jeunes en difficulté. Un chantier d'insertion avec 12 agents contractuels qui forment une brigade verte. L'objectif est d'accompagner un public en difficulté par l'emploi, tout en améliorant le cadre de vie des riverains. Reportage Linda Kayarsi et Isabelle Amo. Entretenir les espaces verts et balayer les espaces publics, telle est la mission de cette brigade d'embellissement. Nous devons respecter, nous devons travailler tranquillement, nous devons comprendre, nous devons faire ça et faire de façon qu'il y ait un bon résultat. Donc c'est important pour moi qu'on regarde le pays là sale. Ça arrête à dire son mot qui raide, hein? Donc nous si la réserve sale. Donc nous on tâche de nettoyer, nous allons nettoyer. Et on va penser sorte qu'il a filmé pour voir le résultat là. Les 12 contractuels sont recrutés pour une année à raison de 26 heures par semaine. L'objectif à terme, décrocher un emploi. C'est très difficile en ce moment. Donc il faut se donner, il faut se battre quoi. C'est pas donné. Pour moi c'est un grand pas en avant. J'espère qu'il va se concrétiser par quelque chose de stable. Mais c'est un grand pas en avant. La création de cette brigade est une volonté de la municipalité qui a fait de la maîtrise de l'environnement une de ses priorités. Il faut dire que nous sommes en plein dans notre programme politique, à savoir depuis 2008, quand nous avons fait effectivement 2007 l'état général avec les Abîmes, accompagner les publics en difficulté, d'accord, déjà par l'emploi, et aussi on a dit pour améliorer le cadre de vie de notre population. Une amélioration du cadre de vie qui ne passe pas inaperçue auprès de la population. Moi, je pense que c'est une très bonne action. Je vois que maintenant, la commune prend beaucoup d'initiatives et aussi les jeunes ne sont plus dans la rue. Et le réseau maintenant commence à prendre vraiment une autre tournure, en fait. Donc c'est vraiment une très bonne chose. Et, voilà. Ça manquait ? Énormément. L'ambition de la municipalité, étendre cette opération d'insertion par l'environnement à l'ensemble du territoire abymien. On poursuit chez nos voisins des Antilles avec l'Humanitude, une nouvelle philosophie de soins des personnes âgées tout droit venue de la Martinique. L'idée est de leur permettre de vieillir en toute dignité, une approche plus humaine de leur prise en charge, plus de contacts, moins de médicaments. Un projet présenté vendredi à la maison de retraite Henri Bourgeois au Lamentin. Guy Raphaël René.
Vivre et mourir debout, c'est l'un des principes appliqués ici avec les résidents qui consiste à se tenir en position verticale au moins 20 minutes par jour. Une source de bien-être, paraît-il, pour ces personnes âgées, souvent en perte d'autonomie. Se mettre debout, c'est bon pour la circulation, c'est bon pour les articulations, c'est bon pour les muscles de la personne, c'est bon pour l'estime de soi. Il n'y a que des avantages à se maintenir en forme au quotidien et le plus longtemps possible. Donc oui, c'est important de se mettre debout, même pour une personne âgée. Vivre et mourir debout, c'est aussi l'un des 5 grands axes de l'humanitude, une nouvelle philosophie de soins sans médicaments adoptée par la structure depuis 2009, basée sur le respect du résident. C'est une méthodologie qui se base beaucoup sur la bientraitance. Et donc il s'agit d'écouter et de tenir compte de tous les désirs du résident, enfin de la personne qui est en face de nous, pour que nous essayons de lui rendre service, de l'aider au mieux en respectant ses souhaits et ses désirs. Aucun soin prodigué de force, respect de l'intimité ou susciter la motivation. Une technique inventée par 2 anciens professeurs d'éducation physique et sportive, diplômés en psychogérontologie, qui permet aux adultes âgés de vivre avec dignité, à domicile ou en EHPAD. Jean-Claude, dont la mère est résidente ici depuis 2015, a pu constater les bienfaits de cette approche sur sa maman depuis 1 an et demi. Elle revit. Elle est en train de revivre. Parce qu'avant, c'était pas pareil. Elle partait dans des délires, dans des trucs. Et là, elle est épanouie. Elle fait moins. Elle n'a pas de délire comme elle avait avant. Et vraiment, je revis. Des résidents qui se sentent épanouis, à l'instar de Clotilde qui vit ici depuis 2 ans. Les gens sont sympathiques, il y a de l'amour, on s'occupe bien de vous. Là, si vous êtes malade, on s'occupe de vous comme il faut. Dans tout ça, c'est la manière de faire avec la personne qui vient pour la première fois dans une maison. La manière d'accueillir, la manière avec le sourire, avec les attentions, avec tout. Surtout que moi, je ne savais pas marcher. Je sens que je suis épanouie. Depuis 2014, la structure se prépare notamment au niveau de la formation du personnel pour obtenir le label Humanitude qui devrait lui être décerné en 2017 pour le bénéfice de ses 73 résidents. Retour en Guyane à présent, je vous le disais, la maire de Cayenne, Marie-Laure Phinera-Hort, a rencontré le ministre de l'Intérieur et le directeur de cabinet du ministre de la Défense la semaine dernière. Le retour du service militaire obligatoire en Guyane a été évoqué. Interrogée par Caroline Alcide, elle saisit l'occasion pour évoquer des dossiers tels que la pression migratoire sur Cayenne et les prochaines échéances électorales. Regardez. Nous avons présenté donc un mémorandum des propositions faites face à la délinquance des jeunes, donc le service militaire. C'est vrai qu'il y a des problèmes budgétaires, mais nous avons été sur des pistes, puisque lors de plusieurs émissions et lors d'une réunion publique, il y a des chefs d'entreprise qui ont envie de s'impliquer justement sur la mise en place du service militaire. Donc cela veut dire que ce n'est pas forcément avoir une caserne, recevoir les jeunes 1 an. Je crois que non, il faut réfléchir à un autre dispositif. Et puis, moi, je crois que les Guyanais ont envie de se prendre en main. Et donc, le cabinet était favorable. Tous les jours qu'il y a des plaintes, tous les jours qu'il y a des agressions. Et on se rend bien compte au cours des réunions, en tout cas de rencontres avec les jeunes n'ont pas de repères. Il y a un problème d'éducation. Je crois que les parents sont dépassés et il faut les aider. Quel que soit ce que vous allez décider, vous ne ferez pas l'unanimité. Mais moi, je dirais à Gabriel Serville, qu'est-ce qu'il propose? Moi, c'est une proposition. Est-ce que nous devons rester les bras croisés, regarder ce qui se passe autour de nous? Il est maire comme moi-même. Je pense qu'il est en train aussi de réfléchir sur la même problématique et il peut ne pas être d'accord avec moi. L'immigration n'est pas une compétence de la mairie, mais c'est une compétence régalienne. J'ai intervenu il n'y a pas très longtemps lorsqu'il y avait des Syriens sur le domaine public. Maire de Cayenne, il y a une population haïtienne qui est très importante. Il y a les Syriens, il y a, paraît-il, des Brésiliens qui arrivent aussi qui demandent l'asile. Ce sont des problématiques qui doivent être soumises à plusieurs élus, parlementaires, même terme. Je n'en sais rien, mais pour le moment, on arrive à trouver des places quand même pour ces enfants de migrants. On arrive. Il y a de la place, je ne peux pas refuser, la réalité est là.
il y a de la place, il y a une loi, j'essaie de respecter la loi. Alors aujourd'hui, la première zone a été donc libérée, les maisons ont été démolies, les familles ont été relogées. Et puis il y a la prochaine zone qui va subir la même chose. Bon, c'est vrai que la problématique, c'est que cette population demande du foncier. L'état du foncier, je pense que pour l'État, ça ne devrait pas être difficile, en tout cas, de permettre à ces personnes qui vivent de l'agriculture, qui ne demandent que ça d'ailleurs, et qui refusent d'aller en logement social. C'est vrai que c'est une problématique aussi qui m'a été soumise, puisqu'on le sait, de nombreux Guyanais déposent des dossiers chez les bailleurs sociaux, et ces Guyanais n'ont toujours pas de réponse. Donc vous voyez bien qu'il y a un déséquilibre, puisque le préfet propose des logements à cette population qui refuse. Ces personnes ne veulent pas habiter en appartement. Je ne vais pas réveiller les morts, mais c'est vrai qu'à l'époque, les maires qui étaient en place auraient dû empêcher ces gens de s'installer. Bon, c'est fait. Maintenant, à nous de trouver des solutions. Et je pense que nous sommes sur la bonne voie. La zone Collery 4, Collery 5 pose beaucoup de problèmes. C'est vrai qu'à l'époque, le propriétaire, lors de son vivant, avait porté l'affaire en justice. Et la justice ne l'avait pas soutenu, puisqu'au contraire, on lui demandait de laisser ces personnes s'installer parce qu'elles travaillaient, etc. Bon, aujourd'hui, ça va être encore un nouveau dossier pour la ville. On terminera avec le Montbatuel pour se pencher après sur Collery, puisque les habitants, les familles de Terca, je pense, ont aussi émigré vers Cayenne. Je ne peux même pas répondre aujourd'hui, puisque nous avons une réunion de bureau dans la semaine. Si nous trouvons un candidat qui correspond en tout cas à notre vision, puisque vous savez que Nouvelle Force de Guyane, c'est un mouvement politique qui a envie de fédérer, avec un objectif, c'est de développer le pays dans toutes les composantes et avec toutes les composantes. Pour le moment, il n'y a pas de candidat issu de Nouvelle Force de Guyane, mais il est certain que nous allons jouer, nous avons une carte à jouer, en tout cas, on soutiendra certainement un candidat. Si nous n'avons pas de candidat, on soutiendra un candidat, c'est clair. De nombreuses personnes me sollicitent. Mais comme je réponds, on ne peut pas être partout à la fois. J'ai pris un engagement très très sérieux avec les Cayennaises et les Cayennais et j'ai envie d'arriver à terme du programme que j'ai présenté en 2014. Je ne dis pas que quelqu'un d'autre ne peut pas l'assumer dans mon équipe, mais j'ai le sens d'un engagement profond avec ma population et je préfère terminer ma mandature. Donc je peux même dire 90% je ne suis pas candidat. Ainsi s'achève votre journal. Je vous rappelle les principaux titres de l'actualité. Le service néonatal de l'hôpital de Cayenne, sinistré par la mort de grands prématurés, nous a ouvert ses portes une semaine après l'annonce d'une infection nosocomiale sur 4 bébés. De nouvelles mesures de sécurité et de plus grandes précautions sanitaires sont en vigueur. L'école Mariette Bernude en pleine réhabilitation. L'établissement du quartier Zéphyr à Cayenne, fermé depuis 2 ans pour des raisons de sécurité, est en travaux depuis ce matin. Les financements nécessaires ont été réunis. Fin de chantier prévue pour la rentrée 2017. Enfin, vous venez de le voir, le maire de Cayenne nous a livré ses grands projets après des entretiens avec les ministères de la Défense et de l'Intérieur la semaine dernière. Marie-Laure Finera-Hort est revenue donc sur des dossiers tels que l'insécurité en Guyane, la pression migratoire et le retour du service militaire obligatoire. Merci de nous avoir suivis. Ne bougez pas. Dans un instant, l'information nationale et internationale avec nos confrères de TF1. Puis les programmes continuent sur votre antenne. Très bonne soirée à vous. À demain, même heure.